Bonsoir. Donc, je suis Sandrine Lefoy, je suis naturopathe, formée ici à Isupnat en 2013-2014. Donc, c'est toujours un grand bonheur pour moi de revenir à Isupnat. Je donne des cours maintenant ici. Et puis, de temps en temps, je propose une conférence. Voilà. Alors, c'est vrai que cette conférence-là, je sors un petit peu de ma zone de confort et de ce que je fais d'habitude, qui évidemment tourne autour de la naturopathie. Le pourquoi, je vais le partager bien sûr avec vous sans tarder. Et voilà, c'est une conférence qui est importante pour moi, qui me touche beaucoup et je tenais moi aussi à être là et à braver les conditions pour arriver jusqu'à Paris aujourd'hui. Voilà, donc bienvenue. Merci. Alors, peut-on faire de la mort une amie ? Je vous avoue que quand j'ai proposé ça à Frédéric, il m'a dit quoi ? Et puis bon, il m'a fait confiance quand je lui ai expliqué. Et voilà. Alors, pourquoi cette question ? Parce que j'ai beaucoup fréquenté la mort ces dernières années. Pas par choix. Parce que j'ai eu 3 professeurs très particuliers. La première que j'ai représentée par une étoile, c'est ma meilleure amie qui s'appelait Sandrine aussi, et qui est décédée pendant que je faisais mes études de naturopathe ici à Isupnat d'un cancer qui avait récidivé, en fait, qui a redémarré 1 an après, 5 ans même après le cancer premier qu'elle avait eu. Et je l'ai pas mal accompagnée dans cette fin de vie. Alors, c'était la première fois que je me trouvais face à ça. C'était ma meilleure amie, donc c'était compliqué de tourner les yeux et de m'échapper. Et puis, j'avais pas envie de le faire. En revanche, je me suis trouvée extrêmement démunie sur comment accompagner, comment je regarde ça, et surtout comment je suis aidante avec elle. Donc là, j'ai commencé à réaliser que sur la mort, en fait, j'étais pas vraiment à l'aise, pas vraiment au point. Alors, je sais pas si on peut être un jour à l'aise avec la mort, c'est pas mon propos, mais je sentais bien que je pouvais faire mieux que ce que j'étais en train de faire. Donc, j'ai cherché un petit peu je commençais à chercher des ressources. J'ai fait entre autres un stage avec l'association Elisabeth Kubler-Ross. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette femme assez extraordinaire qui est à l'origine des soins palliatifs. Donc j'ai fait ce stage pendant l'année de la maladie de Sandrine et j'ai compris pas mal de choses et surtout j'ai pris une sacrée leçon d'humilité, ce qui a fait beaucoup de bien à mon ego. Alors, les circonstances, c'est qu'elle a toujours, elle, refusé de se dire qu'elle allait mourir. Elle était extrêmement en colère et en révolte contre ça. Et du coup, c'est vrai que c'est cette partie-là qui a été très difficile pour moi, de la sentir partir en colère. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais de ça ? Donc évidemment, pour son entourage, ça a été d'autant plus compliqué, puisque comme elle ne s'autorisait pas à se préparer, eux ne pouvaient pas le faire non plus, et se trouvaient tout aussi démunis que moi, voire plus. Donc après la mort, ça a été très compliqué. Le deuil dans ces cas-là, c'est quelque chose qui est compliqué à gérer. Donc ça, c'est mon premier professeur. Deuxième professeur, j'ai mis un soleil, c'est mon papa. Et vous savez ce que c'est un papa pour sa fille, qui est mort d'une maladie d'Alzheimer. Ma maman est toujours en vie. Donc là, j'ai été accompagnante, mais du coup, beaucoup moins intervenante en fait, puisque c'était sa place à elle, en tant que femme, de l'accompagner. Et moi, j'ai juste regardé ce qui se passait, et dû là aussi gérer mon ego, qui disait, mais moi je ne ferais pas comme ça, mais ça c'est pas juste, et que évidemment, j'avais pas à partager ça. Il est parti dans des conditions que vraiment je trouve épouvantables.
parce que la maladie d'Alzheimer, je trouve qu'elle est très mal accompagnée aujourd'hui dans les hôpitaux et c'est pas la faute des personnels soignants, ils font comme ils peuvent avec ce qu'ils ont. Mais je trouve quand même que c'est extrêmement difficile et pour les patients et pour le personnel soignant qui n'a ni les formations forcément, ni les ressources, et pour les familles évidemment. Donc ça a encore été une sacrée leçon. Et il y a des gens des belles humeurs, puisque j'ai un centre de jeunes dans le Tarn, et donc il y a pas mal de représentants de la famille des belles humeurs qui sourient, parce que certains ont vécu l'histoire de plus ou moins près. Donc mon troisième professeur, c'était mon amour, qui est mort au mois de mai l'année dernière, 2018. Donc on s'est rencontrés, ça a été une très belle histoire. Il est venu jeûner tout à fait au début des belles humeurs. C'était un homme plein de force, plein de vie. Et puis on a emménagé ensemble au mois d'octobre, il a emménagé aux belles humeurs. Et en fait, au mois de janvier, on a pensé qu'il avait une grippe. Et en fait, de grippe, c'était un cancer qui s'était généralisé et dont on n'avait eu aucun signe avant-coureur. Donc il est décédé au mois de mai de l'année suivante. Et là, pour le coup, j'étais évidemment aux premières loges. J'avais des choix à faire, des décisions à prendre, même si on les a prises évidemment avec ses 3 enfants. Mais voilà, je l'ai accompagné, il a été transporté dès que possible à la maison, parce que pour moi c'était juste impensable qu'il soit dans un lit d'hôpital attaché, donc j'ai refusé ça. Et tout s'est organisé pour que je puisse à la fois donc, l'avoir à la maison. Il faut savoir que chez moi, c'est dans le centre où je reçois mes jeûneurs, et à la fois gérer le centre. Donc il y avait, je passais une porte, c'était la maladie avec la perspective de la mort, on n'avait aucun doute là-dessus. Et puis je passais la porte dans l'autre sens et c'était la vie, c'était mes jeûneurs, et c'était cette espèce de louvoiement entre les deux rives de la vie. Donc ça a été aussi une sacrée leçon. Et voilà. Donc mon propos ce soir, je ne suis pas philosophe, je ne suis pas médecin, je ne suis pas... Voilà. C'est plutôt une amie, une fille, une femme qui a envie de vous partager des choses, qui a envie de vous partager un chemin, parce que si vous voulez, ce que j'ai bien compris de cette expérience, et après... Peut-être que c'est que pour moi, mais je vous le partage et vous n'êtes absolument pas obligé de le prendre. C'est que la mort, c'est quand même un tabou. C'est quelque chose qui fait très peur. C'est quelque chose qu'on ne regarde pas et qu'on fuit. Et que, en fait, le problème, c'est que quand on y est confronté, on se trouve assez désarmé. Donc, mon intention ce soir, c'est juste de vous partager cette expérience. Déjà pour qu'on en parle au moins ce soir. Voilà. Et après, on verra si les petites graines poussent. Voilà. Donc, face à la mort, il y a 2 possibilités. Soit on se dit, ça n'existe pas et je ne veux pas regarder. Soit on se dit, finalement, oui, ça existe. Et alors, on fait quoi ? Dire que la mort n'existe pas, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence ? Et mon propos, c'est pas de dire qu'il y a quelque chose de bien ou quelque chose de mal. Pas du tout. Je veux dire, c'est vraiment à chacun avec ce qu'il est, avec son expérience, avec son chemin, ses croyances, de trouver ce qui est juste. Hein. C'est ma réflexion, c'est pas une vérité. Voilà. Donc, si on est dans ce déni de la mort... Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il va falloir effacer toutes les traces qui peuvent y faire penser. Donc ça veut dire déjà effacer les traces du vieillissement. Je ne veux pas vieillir. Donc ça peut aller de je me teins les cheveux parce que je ne veux pas avoir mes cheveux blancs. Ça peut aller à je vais mettre des crèmes pour ne pas avoir de rides. Ça peut aller à je vais me faire une chirurgie esthétique. Tout ça pour effectivement ne pas se confronter au vieillissement et
au fait qu'un jour, le chemin peut se terminer. Ça veut dire ne pas y penser, ça veut dire ne pas le regarder, ça veut dire prendre des risques. Alors, puisque si on ne meurt pas, ma foi, si on est immortel, c'est un peu l'attitude des adolescents qui pensent qu'ils sont tout puissants et qu'ils peuvent prendre des risques et que de toute façon, il leur arrivera rien. Il y avait un film comme ça, dont j'ai oublié le titre, où en fait, la Terre, pour se retourner contre les hommes, faisait souffler un vent qui supprimait leur peur. Et donc tous allaient mourir parce qu'ils n'avaient plus peur de sauter dans le vide, ils n'avaient plus peur de rentrer dans un arbre. Et il était assez perturbant, ce film. Face aux autres, ça veut dire quoi? Face à la mort de l'autre, ça veut dire je ne veux pas la regarder non plus. Ça veut dire, et là, d'expérience, puisque j'ai fréquenté ces lieux-là, vous l'avez compris plusieurs fois, ça veut dire quand quelqu'un meurt aujourd'hui, tout de suite, il faut enlever le corps. On va le cacher, on va le mettre dans un frigo, dans un lieu réservé à ça, alors qu'autrefois, on gardait les morts à la maison, on les veillait, on restait avec eux, on prenait le temps de leur dire au revoir. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Moi, c'est quelque chose qui m'a énormément choquée, que j'ai trouvé extrêmement violent. C'est effectivement tout de suite, il faut enlever le corps, et puis on le maquille, comme si la personne était encore en vie, on l'embaume en quelque sorte. Bon, ça, si on veut le garder, le temps de dire au revoir, ça peut évidemment se concevoir. Et puis le summum, c'est quand même le temps consacré aux obsèques. Moi, je me suis retrouvée plusieurs fois au funérarium, et là, on nous dit, mais vous avez 20 minutes pour dire au revoir et faire la cérémonie, parce qu'il y en a d'autres qui attendent derrière. 20 minutes pour des enfants, pour qu'ils disent au revoir à un de leurs parents, 20 minutes pour dire au revoir à l'homme qu'on aime, je trouve ça d'une violence assez étonnante quand même. Mais je pense qu'effectivement, c'est lié au fait qu'il faut que ce soit fait, il faut que ce soit vite fait, et qu'on ne regarde pas ça, et puis on passe à autre chose. Et dans le deuil, c'est pareil. Dans le deuil, donc il y a plein de littérature là-dessus, je ne vais pas vous expliquer, on sait qu'il y a des étapes au deuil. Très clairement, ce qu'attendent les gens autour de vous, c'est que vous alliez mieux. C'est ce qu'on attend. Et il y a cette pression. J'ai eu, il y a un mois à peu près, une femme qui est venue jeûner chez moi. Et ça arrive très rarement, mais ça arrive quelquefois. Elle était seule, c'était la seule inscrite à ce stage. Et on part marcher toutes les deux, et elle me dit, mais tu n'as pas annulé? J'ai dit non, moi j'annule jamais un stage. Quand les gens se sont préparés à jeûner, c'est pas des vacances au Club Med, donc c'est chez moi, donc je les reçois. Et je lui dis, tu sais, quand les gens viennent, généralement, c'est pas un hasard s'ils se retrouvent seuls. C'est que soit il y a quelque chose de spécial qui va se passer, soit ils ont besoin d'un rythme différent, soit il y a quelque chose... Et là, elle s'arrête, on marchait toutes les deux, et elle me dit, moi, il y a quelque chose de spécial, j'en ai des frissons en vous le disant, mon fils s'est suicidé il y a quelques mois. Bien. Et donc, on a beaucoup discuté toutes les deux, et ce qui lui pesait, c'est ça, c'est que comme ça faisait presque un an, son entourage, en fait, attendait qu'elle aille mieux, ce qui est une preuve d'amour, incontestablement. Mais c'est un poids aussi, quand on est dans cette tristesse-là, dans cette douleur-là, on a juste besoin de la laisser sortir et d'en parler, et de pleurer, de s'autoriser à pleurer. Donc, c'est ce qu'elle a fait à peu près toute la semaine. Elle est repartie avec le sourire quand même. Mais elle a compris ça, qu'elle se bloquait parce que l'entourage attendait qu'elle aille mieux. Et dans l'accompagnement que j'ai fait de ma meilleure amie Sandrine, c'était ça aussi, c'est-à-dire que c'était elle qui compensait en fait pour ne pas déranger les gens qui venaient la voir. Donc elle faisait comme si tout allait bien parce qu'il fallait faire comme si tout allait bien. Mais à quel moment est-ce qu'elle pouvait parler de sa détresse, elle pouvait parler de sa colère? C'était extrêmement compliqué. Donc ça, c'est une des choses que j'avais comprises grâce au stage que j'ai fait dans cette association Elisabeth Kubler-Ross. Mais c'est vrai que c'est tellement confrontant quand on n'a pas regardé la mort
et quand on ne veut pas regarder la mort, quelqu'un qui va mourir, que du coup, il y a plein de barrières qui se lèvent. Et du coup, c'est compliqué pour tout le monde. Ceux qui meurent sont obligés de mettre des masques, ceux qui... Voilà. Je ne sais pas si vous avez lu ou vu le film Oscar et la Dame en Rose. C'est ce petit garçon qui effectivement va mourir et qui dit « Mais je ne peux rien dire à mes parents, ça les rend trop tristes. » Donc il ne dit rien pour rendre ses parents tristes. Bon. Et puis après, si on pousse un petit peu plus loin, bah effectivement, si rien ne s'arrête, si rien ne finit, si la mort n'existe pas, bah c'est très simple, hein, on peut faire ce qu'on veut avec la nature, on peut faire ce qu'on veut avec les animaux, de toute façon, tout est immortel. Donc vous avouerez que ça ressemble quand même étrangement à notre société actuelle. Bon, ce serait épanouissant pour les gens. Je veux bien, mais je ne suis pas sûre que ce soit le cas. Si au contraire je regarde la mort, donc j'ai conscience que je vieillis, alors c'est pas drôle, hein, c'est pas... Et encore, moi j'aime bien. Je me dis que je vais peut-être finir par être sage un jour. C'est pas gagné, mais j'y crois. Voilà, c'est accepter de vieillir, c'est accepter de prendre de l'âge, de changer physiquement, de changer psychologiquement aussi. Vieillir, ça permet de comprendre plein de choses aussi. Et puis, c'est surtout que si je me dis que les choses ont une fin, ça leur donne quand même une sacrée valeur. Hein, et que, effectivement, de profiter de chaque instant, parce que je me dis que peut-être demain, ça peut s'arrêter. Et c'est pas le chercher, c'est pas, je veux dire, moi j'ai absolument pas perdu mon instinct de survie. Hein. Il va très bien, il marche très bien. C'est autre chose. C'est juste être en conscience d'eux. Donc ça peut permettre de se préparer, ça peut permettre d'en parler aussi autour, de dire ce qu'on veut, de dire ce qu'on ne veut pas. Dans bien des cas, souvent les familles sont démunies quand il y a quelqu'un qui décède parce que jamais on n'a osé en parler, on ne sait pas ce que voulait la personne pour ses funérailles, où est-ce qu'elle voulait être, est-ce qu'il y avait des demandes particulières, et du coup on se retrouve avec des décisions à prendre qui ne sont pas forcément simples. Hein. Aujourd'hui, il est possible de faire ces volontés anticipées, en fait, hein, et de nommer quelqu'un dépositaire de ces volontés anticipées. Voilà, ça veut pas dire qu'on a envie de mourir, ça veut pas dire que c'est pas pour ça que ça va nous porter la poisse, c'est juste que ça risque de soulager tout le monde quand effectivement tout le monde va être dans le chagrin et qu'il va falloir dire mais qu'est-ce qu'il aurait voulu, hein? Tout ce qui va s'en dire va tellement mieux en le disant que ça peut être finalement un soulagement pour tout le monde. Dans le cas d'un décès qui est annoncé comme ce que j'ai vécu dans ces 3 expériences, ça permet aussi de dire les choses. Alors c'est ce qu'Elisabeth Kubler-Ross appelait les unfinished business, c'est-à-dire les gens qui restent avec des choses qui ne sont pas réglées. Je suis fâchée avec mon fils depuis 20 ans, et puis du coup, elle explique que très souvent, quand les gens ne partent pas alors qu'ils sont dans la souffrance, qu'ils sont au bout, comme s'ils se retenaient de mourir en fait, c'est parce que souvent il y a ces unfinished business. Et elle explique qu'en fait, c'est bien de ne pas attendre le dernier moment pour se mettre en paix avec, quoi. Hein, on ne sait pas où on sera demain, donc effectivement, accepter de se dire à un moment ça va s'arrêter et peut-être que c'est demain, ça peut permettre effectivement de relativiser les choses et de prendre des décisions qui sont à prendre. Ça veut dire aussi que si moi, je me suis dit ça peut s'arrêter, si je me retrouve dans la position de l'accompagnant, parce qu'un proche est malade, parce qu'un proche va mourir, ça peut vouloir dire aussi que du coup, je vais pouvoir être un meilleur accompagnant. Parce que
sa fin à lui ne me confrontera pas moi en tout cas, à ma fin que je ne veux pas voir. Parce que c'est toujours un miroir, l'autre, en fait. Hein. Donc si moi, j'ai un petit peu réfléchi à ça, si j'ai bien compris qu'à un moment, ça allait s'arrêter, bah, effectivement, quand je vais voir ça arriver chez l'autre, je pense que ça peut m'aider d'être un petit peu plus en paix et d'être un meilleur accompagnant. Et puis évidemment, si je me dis que ça peut s'arrêter aussi avec la terre et la nature, et ça peut m'aider à comprendre qu'il faut en prendre un petit peu soin. Alors comment est-ce que j'expérimente ça ? Comment est-ce que j'expérimente la mort ? Si j'ai décidé de la regarder et que dire au final elle existe. Comment est-ce que je l'expérimente ? Je pense que pour ça, la vie nous donne des expériences qui sont un petit peu comme des entraînements. Ça va commencer par la perte pour aller jusqu'à la mort. Parce que les pertes, c'est aussi des deuils à faire. Hein. Donc, ça peut être un enfant qui perd son doudou. Ça peut être un déménagement. Ça peut être je quitte ma maison. Je change de travail ou je perds un travail, je suis licenciée. Tout ça, c'est des deuils à faire. C'est le deuil d'un projet, c'est le deuil d'un avenir, c'est le deuil d'un lieu, c'est le deuil de personnes qui sont autour de moi, que je ne vais plus voir. Donc tout ça, à mon sens, un divorce, un projet de famille, un projet de couple, un projet de vie, tout ça, ce sont des deuils à faire aussi. Et je me pose la question, je vous laisse trouver votre réponse, de savoir si, est-ce que ce n'est pas l'occasion de commencer à regarder un petit peu comment on est avec la perte, en fait. Comment je me sens avec la perte. Alors, ensuite, parce que je suis naturopathe quand même, donc je le reste toujours un petit peu, si je regarde dans le corps, qu'est-ce qui fait que je reste en vie ? C'est que j'ai des milliers de cellules qui meurent tous les jours. Nos cellules, elles sont programmées pour se faire harakiri. Avant de commencer à dégénérer, à ne plus fonctionner, elles commencent effectivement, elles vont, au bout d'un moment, s'auto-détruire. Porte un joli nom, ça s'appelle l'apoptose. Une cellule qui ne fait pas ça, c'est une cellule cancéreuse qui va grossir et qui va finir, elle, par nous tuer. Donc, dans notre corps, c'est grâce à des milliers de morts tous les jours qu'on reste en vie. Je trouve que symboliquement, c'est intéressant à regarder. Ça peut être se confronter à la mort, c'est je perds mon poisson rouge, ou bien je perds mon chien ou mon chat. Alors, on est bien d'accord, c'est pas rigolo, hein. Ça m'est arrivé plusieurs fois parce qu'on est assez chien dans la maison, mais c'est déjà une approche qui permet de comprendre, une expérience qui permet de comprendre que oui, ce qui est vivant autour de nous peut du jour au lendemain ne plus l'être. Et puis après, ça peut être un proche, un parent, et pour finir, ça peut être notre propre mort. Parce que la seule chose qui est sûre, c'est que ça, on y sera confronté un jour. Donc, il y a tous ces petits terrains d'entraînement où la vie, en principe, va de façon progressive, pas toujours. Des fois, ça peut être plus violent d'un seul coup. Donc, ce parcours, cette préparation, comment ça se passe ? Pour moi, je pense que ça fait partie aussi, déjà dès le départ, du rôle des parents. C'est-à-dire qu'un enfant qui perd son doudou, je sais bien que c'est terrible, hein, je suis une maman, je suis même une grand-mère, donc, et bien gâteuse, donc je sais bien que voir pleurer son enfant ou son petit-fils, c'est quelque chose qui tord le ventre, on est bien d'accord, mais est-ce que quand il perd son doudou, la solution c'est d'appeler SOS Doudou et de lui redonner le même ? Ou est-ce que je lui apprends que, voilà, les choses elles vont, elles viennent ? Ça peut être une première expérience, ça peut être une première occasion. Si c'est pas celle-là, ça sera ailleurs. Ça sera avec le poisson rouge. Au lieu d'aller lui racheter le même, est-ce que je lui apprends pas que le poisson rouge est mort et on va lui faire une célébration ? Et on va faire une fête pour lui dire au revoir. Parce qu'en plus, les enfants, ils sont pas dupes. Hein.
Ils ne sont pas dupes. Ils disent rien, mais souvent, ils ne sont pas dupes. Et petit à petit, est-ce que ce n'est pas notre rôle de parents, plutôt que de leur éviter la peine, je vous assure que je lutte contre ça à chaque fois, moi aussi. Est-ce que c'est pas l'occasion de les accompagner dans leur peine? De leur dire c'est normal, c'est ok, tu as de la peine, voilà. Puis après, de trouver l'histoire qu'on leur raconte dessus. Aujourd'hui, il y a plein de livres pour les enfants sur le sujet. Ensuite, c'est d'aller voir ceux qui ont déjà eu cette réflexion. Et il y a plein de choses à ce niveau-là qui se passent aujourd'hui aussi, même chez certains médecins, où il y a des recherches en cours, où la science avance, voilà, où on sort du déni. Dans d'autres pays, beaucoup plus vite que chez nous. Hein. Moi, j'avais été étonnée et charmée, je dois le dire, au Mexique, de voir la relation qu'ils ont avec la mort, hein, qui représente là, les Catalinas, qui sont c'est vraiment une bombe, hein. Elle est super sexy, avec une grande capeline. Et à la fête des morts, ils vont tous dans les cimetières, manger sur les tombes, porter à manger, faire la fête avec leurs morts. Enfin, on est loin des chrysanthèmes. Hein. Donc voilà, il y a plein de choses où on peut trouver des réponses, des références. Après, chacun va trouver la sienne. L'idée, c'est pas de donner une solution toute faite. Moi, je ne crois pas du tout en ça. C'est juste de trouver sa solution, celle qui va nous permettre d'avancer avec ça et surtout de nous mettre en paix. C'est quand même ça un peu l'idée. Donc là-dessus, j'ai vécu des choses fortes avec les enfants de Xavier, mon compagnon. Parce qu'effectivement, quand il est décédé, une de ses filles est arrivée le soir même à la maison. Elle avait prévu d'être là le week-end. Elle est venue quasiment tous les week-ends le temps de la maladie de son papa. Et quand elle est rentrée dans la maison, elle m'a dit « Mais il est où? Il est là ?» J'ai dit « Oui, il est là. » Et alors elle s'est liquéfiée. Elle m'a dit « Mais je ne peux pas dormir dans la même maison que lui, qu'il est mort. Je peux pas. » Bon, je comprends, hein, c'est son papa, c'est violent. Donc, on a discuté et je lui dis, écoute, est-ce que c'est OK pour toi d'aller voir déjà? Et puis après, on en reparle. Donc, elle est montée voir. Et puis, finalement, c'était pas si horrible que tous les fantasmes qu'elle avait pu faire, je pense. Et je lui dis, est-ce que c'est OK si pour toi, il reste ici cette nuit? On peut dormir loin, la maison est très grande, il n'y avait pas de monde à ce moment-là. Donc on peut dormir à l'autre bout de la maison si tu veux. Et puis on voit comment on gère cette nuit et demain on en reparle. Et en fait, on est restés dans la chambre toutes les deux. On a dormi, on a parlé, on a ri, on a pleuré. Je crois qu'on a un petit peu tout fait. Et puis le lendemain matin, elle s'est réveillée, elle m'a dit « Mais finalement ça va, c'est cool. Et puis en fait, c'est vachement bien d'être là avec lui. » Et du coup, je lui ai dit, écoute, c'est d'accord pour toi s'il reste ici jusqu'au moment de partir pour le crématorium, parce que moi, j'avais pas du tout envie qu'on le colle dans un frigo, dans un truc impersonnel avec des fleurs en plastique. Ça, c'était compliqué pour moi. Et elle m'a dit, OK. Et du coup, sa sœur et son frère ont appelé. Quand elle leur a dit, on a dormi avec papa, dans la chambre, dans un autre lit, évidemment, mais dans la chambre. Et c'est glauque. Elle leur a dit, mais non, pas du tout. Venez voir. Et donc, ces enfants, de toute façon, qui avaient prévu de venir, mais sont venus, je pense, un petit peu plus sereins. Et ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, ils ont dit ce qu'ils avaient à dire. On a vécu ces moments où après, il était dans une petite pièce à lui qu'on lui avait aménagée avec ses tableaux, ses pinceaux, etc. Je n'y connais rien, mais légalement, c'est autorisé. Oui. Mais d'un point de vue pratique, il n'y a pas d'odeur, de choses comme ça? Non. Tu sais, les pompes funèbres viennent et ils font un embaumement, pour le coup. Mais ils viennent quand même. Mais ça, bien sûr. Tu ne peux pas te dispenser du service des pompes funèbres. Oui, tout à fait. Donc, simplement, on précise que le corps reste à la maison. Ils mettent une table réfrigérée. D'accord. Donc, on lui avait fait un espace dans une petite pièce à lui, avec ses tableaux, ses pinceaux, puisqu'il peignait. Il n'est pas resté dans son lit comme
comme ça, Non, plusieurs non, 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 jours, non, non, il y a d'accord. une, non, non, bien Ok, sûr, il y a d'accord. une préparation exactement Mm. comme c'est fait dans les chambres funéraires. Ok, d'accord. Voilà, donc il faut une pièce qui soit bien aérée parce que le temps qu'il le fasse, effectivement. Mais la nuit que vous avez, enfin la première nuit, Oui. ils étaient déjà passés? Non, 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 Ah ils sont passés le lendemain. D'accord, ok. Mais en une nuit, il se passe rien. Ouais, hein. d'accord. Il se passe rien. Merci. Non, avec plaisir. Si vous avez des questions, allez-y. Hein. C'est un peu bizarre ce que je vous raconte. Hein. Bah, c'est vrai que c'est bizarre, mais qu'on ne connaît pas. C'est les questions. Jusqu'aux funérailles. Hein, jusqu'aux funérailles. Après, ils viennent voir régulièrement si le corps ne s'abîme pas trop. Mais nous, il est mort le vendredi et les funérailles ont eu lieu le mardi ou mercredi. Donc voilà. Mais quand l'embaumement était bien fait, il y avait la table réfrigérée dans une pièce qui était au frais. Voilà, ça pose pas plus de problèmes qu'au funérarium. C'est ce qu'on faisait autrefois, et encore autrefois, les techniques d'embaumement, j'imagine, étaient beaucoup moins performantes qu'elles ne le sont aujourd'hui. Hein. Et franchement, pour tout vous dire, il était du premier au dernier jour, il n'avait absolument pas changé. Voilà. Ça va ? Donc, voilà, et c'était un moment, vous imaginez, extrêmement fort qu'on a vécu. Et je pense que ça leur a donné à tous les trois une autre image de la mort. Je pense une paix aussi. Voilà, donc je dois dire, je suis assez contente et même fière. Mais voilà, d'avoir osé regarder ça, et finalement, ils se sont rendus compte que c'était pas si affreux. Parce que je crois que le cerveau, il a vraiment un don, le mental, pour nous imaginer, nous faire imaginer des trucs qui sont bien pires que la réalité. Voilà. Après, il est évident que si ça avait... Moi, je ne les ai pas obligés, c'était pas ça l'idée. Hein. J'ai invité, ils ont suivi. Donc, vraiment, j'ai une immense gratitude envers eux pour plein d'autres choses, mais aussi pour ça. Parce que moi, ça m'a aussi permis de vivre ce moment-là comme j'avais envie qu'il soit fait. Ouais. Et du coup, ça c'est une démarche de ta part, ou est-ce que c'était une démarche que lui avait voulu aussi au départ Alors lui avait toujours dit qu'il ne voulait pas mourir dans un hôpital. Donc ça, j'étais assez tranquille là-dessus. Et puis sur le reste, il avait émis ses volontés sur effectivement le fait d'être incinéré plutôt que d'être enterré, sur ce qu'il voulait qu'on fasse de ses cendres. Sur le reste, il n'y avait pas de, on en avait parlé souvent et il n'y avait pas de requête particulière de sa part. Et en fait, je me dis que ce temps des funérailles, pour moi, bien sûr, c'est pour la personne qui est morte, mais je pense que c'est surtout pour ceux qui restent. Et comment je le vis, j'allais pas dire bien, hein, mais le moins mal possible. Qu'est-ce que je peux trouver pour me mettre en paix? Qu'est-ce qui peut me faire du bien? Et bien là, je me suis écoutée et je l'ai fait pour moi et pour ses enfants aussi, parce que je pense que c'était important. Et au vu du résultat, je sais que c'était important de le faire comme ça. Ça répond à votre question? Voilà, et de même, mes enfants, on a eu beaucoup de chiens, ils étaient plus petits, mais quand les chiens sont morts, ils sont venus, s'ils le voulaient, hein, je leur ai toujours laissé le choix, mais j'ai 2 chiennes qu'il a fallu piquer, parce qu'elles souffraient trop, et ils sont venus à chaque fois. Ils n'étaient pas très grands, hein, mais je leur ai proposé, ils ont vu ce que c'était, ils ont assisté à ce à quoi ils voulaient assister, pas forcément tout, mais voilà. Ils ont regardé ça. Alors, j'entends que ça peut paraître choquant, mais voilà, pour moi, c'est juste comme ça. Et bon, il semble que ça leur convient aussi. Ils ont pu dire au revoir à leur chien, ils ont pu l'accompagner. Et je ne leur ai pas raconté qu'il était parti ailleurs ou qu'il s'était sauvé. Voilà.
Ce qui arrive parfois. Hein. Alors après, la question comment arrive, évidemment. La question, c'est quoi la mort ? Alors, c'est quoi la mort ? Là, pour moi, il s'agit de choisir sa croyance, parce que pour l'instant, on n'a pas vraiment de preuves. Il y a beaucoup de choses qui se passent, mais on va rester light. Pour moi, c'est une croyance, c'est choisir sa croyance. Donc, soit je pense que c'est une fin, c'est ok. Si c'est une fin, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il ne faut pas que j'en perde une miette. Hein. D'accord ? Il n'y a plus rien après. Alors là, il ne faut pas en louper une miette de la vie. Alors, évidemment qu'il y a des différences entre une mort qui va être subite, où personne n'est préparé, où personne n'aura pu dire au revoir. C'est pour ça qu'Elisabeth parle et dit c'est bien de traiter ces unfinished business, parce qu'on ne sait pas si on aura le temps de le faire avant de mourir. Hein. Ou une mort qui est annoncée, effectivement, où le coup de massue, finalement, on le prend à l'annonce de la maladie et du diagnostic, de la perspective, mais où finalement, on a ce temps, quand même, pour se mettre en règle, pour faire ce qu'on a à faire et pour dire ce qu'on a à dire. Et là, c'est aussi, c'est là qu'on peut essayer d'accompagner avec justesse. Alors, nous, ça a été pareil, puisque l'annonce a été faite en janvier et qu'il est décédé le 18 mai. Alors, le truc très particulier qu'il y a eu, c'est que, en fait, on a découvert sur sa maladie quand ça a métastasé au cerveau, sur une toute petite glande qui s'appelle l'hypophyse, qui gère plein de choses, et du coup, il a complètement perdu la mémoire à court terme. Donc, lui pensait qu'il était en vacances. À l'hôpital, il était à l'hôtel. Il adorait voyager, donc il voyait plein de voyages. Alors il me disait, écoute ma chérie, aujourd'hui on va partir en Nouvelle-Zélande. Donc j'allais sur YouTube, j'allais chercher des films sur la Nouvelle-Zélande. J'avais installé un petit projecteur et on partait en Nouvelle-Zélande. Et il était parti en Nouvelle-Zélande. Et en fait, comment je pouvais l'accompagner d'autres ? Un après-midi, le médecin est venu lui expliquer ce qu'il avait. Il a été là pendant 3 heures. J'ai retrouvé... l'homme que je connaissais, où il a dit, donc vous êtes en train d'expliquer que je vais mourir ? Oui, il dit, de toute façon on va tous y passer, ça c'était tout à fait lui, donc je vais en profiter jusqu'à ce que je parte, oui, voilà, c'est une bonne idée. Il s'est endormi et quand il s'est réveillé, il avait tout oublié, il était à nouveau à l'hôtel. Donc on est parti dans son délire. Comment je pouvais l'accompagner mieux que ça ? On est parti dans son délire. Et on a voyagé, et on s'est mariés sur le lit de l'hôpital tous les deux. On est partis en voyage de noces en fauteuil roulant dans les couloirs de l'hôpital. Enfin, on a fait des trucs. On leur a mis un peu le souk, faut le dire. Bon, avec mon amie Sandrine, ça a été pareil. Donc, évidemment, pas officiellement parce qu'elle allait mourir, parce que de toute façon, ça, c'était... Elle ne voulait pas l'accepter, mais on avait une chambre où je dormais avec elle quand elle était en chimio. Il y avait un frigo et donc il y avait toujours des apéros, des trucs. Et donc c'était c'était le point de rencontre des gens dans la chambre. Et j'en venais en disant, au moins ici on rigole. Et c'était ça, elle adorait manger, c'était une gourmande. En plus moi je faisais mes études de naturopathie où j'apprenais le cancer c'est bien s'il n'y a pas de sucre, de machin, de trucs. Et je disais, elle me disait, non mais ton truc là, si je le fais un jour par semaine, ça va m'aider à aller mieux. Je dis, je suis pas sûre. Elle me disait, bon je le ferai après alors quand ça ira mieux. Bon d'accord, qu'est-ce que vous voulez faire ? Là, si j'essayais de l'évangéliser, c'était fini, qu'on se fâchait, c'était pas ça l'idée. Donc, qu'est-ce qu'on faisait le soir ? On passait commande. On passait commande à l'Indien, on passait commande aux pizzas, ce qu'elle avait envie de manger. Donc, il nous livrait entre les barreaux de Bergonier, qui est l'hôpital réservé aux gens qui ont le cancer à Bordeaux. Et on faisait livrer, ça sentait l'Indien ou la pizza dans tout l'étage. Mais bon, voilà, on se marrait. L'accompagnement, ça peut prendre plein de formes. Et ça peut être des moments, enfin moi j'ai vécu à chaque fois des moments uniques, des moments incroyables, des moments qui font qu'aujourd'hui, bien sûr la tristesse est là, bien sûr le manque est là, mais j'ai pas de regrets. Et ça, c'est quand même pas mal. Je pense que pour l'après, ça pourrait même être précieux. Et très souvent, c'est vrai que quand on n'est pas à l'aise avec la mort, on voit les gens qui arrivent, rendre visite, ils mettent un masque. Alors ils sont très cérémonieux, ou très gênés, ou très...
c'est pas du tout un jugement de ma part, sauf que la personne, elle est encore en vie, quoi. Donc pour moi, il faut vivre jusqu'au bout. Ouais. En fait, tu dis, j'ai pas de regrets. Ouais. Quels auraient pu être tes regrets si tu en avais eu, par exemple? Dans une Si- autre configuration? Si, par exemple, si j'avais pas profité, si je les avais vus morts avant l'heure, enfin, si je les avais traités comme morts avant l'heure, tu vois, je savais qu'ils allaient mourir, mais comme je savais qu'ils allaient mourir, ça voulait dire que pour l'instant, ils étaient vivants. Tu vois un peu? Et alors, c'est peut-être ma tête qui est tordue, hein. Ça, c'est pas impossible. Mais en fait, ça a donné une espèce de valeur à chaque moment, et mais c'était de la magie, quoi. C'était en faire des choses, mais vraiment pas en laisser passer une miette. Avec la limite que ça peut avoir dans un hôpital, dans un service de neuro en plus, tu vois. Bon. Mais en fait, le personnel a été super content et ils se sont marrés, quoi. Xavier adorait le feu de cheminée. Donc un soir, il avait du mal à s'endormir, donc j'avais téléchargé une vidéo du feu de cheminée. Et donc je la lui ai passée avec le fameux petit rétroprojecteur, vidéoprojecteur que j'ai, en 4x3 sur le mur de la chambre. Et comme il s'était endormi, j'avais oublié mon téléphone dans la voiture. J'ai dit au fils, je descends parce qu'il était détaché, moi, quand j'étais là à l'hôpital. Je refusais qu'il soit attaché. C'est pour ça que je dormais avec lui. Et du coup, j'aurais dit, jetez un œil, il est détaché, mais il dort. J'ai juste oublié de leur dire que j'avais mis un film avec le feu. Donc, je suis remontée, c'était la panique à l'étage, parce qu'elles se sont dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? Elles sont allées voir, elles ont entendu le feu, elles ont vu les flammes sur le mur, le temps qu'elles comprennent que c'était un film. L'infirmière qui est allée, elle a failli faire un infarctus. Voilà, c'est des petits trucs tout simples. Mais tu as senti chez le personnel hospitalier aussi à aider oui. à ton accompagnement? Oui, ils ont aidé, et je vais te dire un truc, ils sont même venus me remercier quand on est parti. En me disant, quelque part, que ça leur faisait du bien. Parce que c'est pas facile pour eux non plus de bosser dans des conditions comme ça et de voir toute la journée des gens mourir attachés sur un lit tout seul. C'est pas plus facile pour eux. Parce qu'en fait, comme Xavier, comme c'était au niveau de l'hypophyse, c'est ce qui gère la tension. Donc quand il oubliait qu'il fallait pas qu'il se lève, et quand il se levait, son corps ne gérait pas sa tension, donc il tombe dans les pommes, il se fracassait par terre. Donc il fallait absolument pas qu'il se lève tout seul. Donc c'était une surveillance de tous les instants. Et il oubliait qu'il fallait pas qu'il se lève. Donc c'était un peu particulier. Et comme c'était un gaillard assez costaud, il a même pété les contentions parce qu'il supportait pas d'être attaché. Et puis c'est terrible, ça. Oui. Je comprends bien la démarche. Oui. Mais quand vous vous retrouviez à certains moments seul, oui. Est-ce qu'il n'y a pas une difficulté particulière? Parce que vous rentrez dans le monde de l'autre. Oui. Vous en profitez un maximum, c'est bien, tout le monde est oui. content. Mais quand on revient à la réalité, c'est encore plus dur, j'ai l'impression. Non, c'était ma réalité. C'était ma réalité. Sa réalité, c'était la mienne. Hein. Et c'était cette espèce d'équilibre entre ce que je disais tout à l'heure, entre les deux mondes, en fait. Hein. Et c'est pas pour moi des choses séparées, en fait. C'est-à-dire que la mort, c'est pas l'opposé de la vie pour moi. C'est la même chose, hein, c'est la même chose, mais l'un ne va pas sans l'autre. Donc, en fait, pour moi, d'arriver à prendre les deux dans la globalité, si aussi je prends que la vie, oui, c'est un truc de schizophrène, hein, je suis d'accord. Voilà. Mais moi, je prends les deux existent et j'accepte les deux. Donc, c'est la même chose. Hein? Je ne sais pas si l'image est claire, mais c'est cette sensation que j'avais. Et j'étais avec Xavier là-haut, et je passais la porte, je descendais, je retrouvais mes jeûneurs. Et c'était c'était comme ça. Ou alors, j'étais avec mes jeûneurs, le stage se terminait, je montais dans ma voiture et je partais parce qu'il était hospitalisé. J'habite dans le Tarn et ça lui est arrivé en Limousin, donc il était hospitalisé à Limoges, pas de pratique. Je prenais ma voiture, j'allais passer une semaine avec lui et je redescendais. Mais c'est, voilà,
je pense que intégrer la mort et se dire qu'elle fait partie de la vie, c'est justement ça, c'est ne pas faire de séparation. Sinon, effectivement, il y a cette espèce de deux polarités où non, c'est la même chose. Par rapport à ton ami, Oui. Sandrine, qui était en colère, tu dis? Oui. Alors là, c'est autre chose, parce que comment tu as pu finalement gérer le fait qu'elle soit en colère pour profiter avec elle du meilleur moment? Ah ben, on n'a pas du tout fait comme si elle allait mourir. Alors avec elle, c'était ça le truc, hein, c'est que... Et tu étais en colère aussi du coup avec elle? Non, ben non, je voulais justement pas. Elle était, c'est injuste, c'est dégueulasse, j'ai 43 ans et j'ai des enfants, ce qui est tout à fait exact. Hein. Et elle me disait, il y a des gens qui violent des enfants et eux, ils sont pas malades, ils vont pas mourir. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Je n'ai pas de réponse à ça. Donc j'ai écouté sa colère. Moi, intuitivement, je ne vois pas les choses comme ça, mais je ne pouvais pas le lui partager. C'était trop violent pour elle. Ce n'était pas sa vision des choses. Et c'est ça, je pense, le petit truc d'être accompagnant, c'est de, surtout dans ces moments-là, c'est de l'être dans le respect de l'autre. Mais ça implique d'être un peu en paix avec sa faim à soi et sa colère à soi, et sinon... Donc pour ça que je dis que ça a vraiment été des sacrés professeurs pour moi. Hein. Et une sacrée leçon d'humilité. En plus, je faisais des études de naturopathe, donc j'avais bien envie de lui dire arrête le sucre et machin et trucs, quoi. Elle m'aurait sauté à la gorge. Et c'est comme ça que je l'aimais. Tu vois ? Peut-être que c'est quelque part... oui, peut-être que c'est aimer les autres vraiment dans ce qu'ils sont et dans ce qu'est leur vie et cette expérience à ce moment-là. C'est pas les aimer en espérant qu'ils aillent mieux, c'est pas les aimer en espérant qu'ils soient plus en colère. Elle était en colère, ben je l'ai aimée en colère. De toute façon, c'est pas moi qui ai le pouvoir de changer ça. Je pouvais pas lui expliquer que c'était juste et je pouvais pas lui dire autre chose que oui, je comprends que tu penses que c'est injuste. Seul truc, c'est qu'elle ne s'est pas du tout préparée. C'est-à-dire que moi, je pensais qu'on allait faire des vidéos pour ses filles, parce que son traumatisme, c'était de ne pas être au mariage de ses filles. Donc, je pensais qu'on allait préparer des choses, des petites choses. Et bon, bah, ça ne s'est pas fait comme ça. Mais si j'avais essayé de la convaincre, elle avait un putain de caractère, je pense qu'on se serait disputé. Ça l'aurait aidé en quoi ? Ça aurait fait du bien à mon ego, c'est tout. C'est pas ça, le truc. Bon, c'est facile à dire, hein, tout ça. Je parle bien, hein, mais c'est un vrai chemin, quoi. Je pense que j'ai encore plein de choses à apprendre, hein. Donc la tristesse, oui, le manque, oui, bien sûr, mais pas de regret. Et ça, pour moi, c'est important. Alors, si j'avais su, je pense que s'il y a un truc que je veux bien éviter, c'est ça. Si la mort est un passage, bon, alors d'abord, si c'est un passage, ça veut dire quoi cette vie ? Qu'est-ce qu'on fait ici ? Ça peut être une question à se poser. Je ne peux pas vous donner la réponse parce que je ne l'ai pas, hein. Et puis après, c'est choisir sa croyance, mais en étant conscient que c'est une croyance. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est pas vrai ? Franchement, on s'en fout. On s'en fout. Ce qui est important, c'est que votre croyance, elle vous fasse du bien. Et à long terme. J'écoutais, je ne sais pas si vous connaissez une femme qui s'appelle Isabelle Padovani, j'écoutais une de ses conférences en venant, qui est géniale, et où une femme lui pose une question sur les âmes sœurs. Elle dit, mais moi, si ta croyance, elle te fait du bien, ça me va, c'est chouette. Ce qui m'embête, c'est qu'à un moment, ça t'encourage dans un truc. Bon, ça m'a un peu bousculé ce matin, mais c'est bien. Donc après, voilà, l'idée, c'est qu'est-ce qui va vous faire du bien ? Celui qui est mort, ça va lui faire ni mal ni bien, on est d'accord ? Soit c'est fini, et de toute façon, bah, il n'est plus là. Soit il est ailleurs, et à ce moment-là, s'il regarde, ben voilà.
peut se dire que tout va bien et qu'il rigole et qu'il est content de ce qu'il voit. Donc là, choisir une croyance, oui, parce qu'à un moment, il faut des bouées aussi, il faut des béquilles. C'est important. Parce qu'il faut continuer à marcher, parce qu'il faut continuer à revenir dans la vie et à faire les allers-retours. Et qu'à un moment, il faut des béquilles. Et c'est OK d'avoir des béquilles. Simplement, c'est bien d'être conscient que c'est une croyance. Et puis, pas vouloir évangéliser les autres. C'est pour ça que je ne vous parlerai pas des miennes. Alors ensuite, il y a la question « Pourquoi ?» Et ça, cette question, c'est celle qui rend fou. La question « Pourquoi ?» Pourquoi est-ce que quelqu'un meurt ? Mais j'ai pas la réponse. Alors, il y a des décès qui sont, comment je peux dire, plus dans l'ordre des choses. C'est-à-dire que je perds mes parents qui ont 90 ans, 92 ans. Bien sûr, ça fait mal. Il n'y a qu'une personne qu'on appelle maman, il n'y a qu'une personne qu'on appelle papa. Et c'est extrêmement compliqué. Bon, si déjà on a eu la chance de les avoir pendant 82 ans, c'est super. Ça rend pas les choses plus faciles quand ils partent, mais c'est plus dans l'ordre des choses que une maman et un papa qui vont perdre leur enfant. Donc là, la question « Pourquoi est-ce qu'on perd un enfant ?» Mais mon Dieu, moi j'ai absolument pas la réponse. Cette femme qui est venue jeûner chez moi, pour la question pourquoi, mais c'est... On en a discuté toutes les deux, je me dis mais ça c'est une question qui rend fou. C'est une question qui rend fou, parce qu'on va tomber dans cette notion d'injustice et d'impuissance surtout. Je peux rien faire et je comprends pas pourquoi. Ben ouais. Donc c'est bien sûr que c'est normal et c'est très humain de se poser cette question. Mais trouver le sens à la mort, je peux pas, je sais pas. Donc si on peut pas l'expliquer, si on peut pas la justifier, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on s'en dépatouille de ce truc-là ? Ce que j'ai trouvé, et c'est pareil, c'est peut-être, c'est pas une formule magique, peut-être que ça marche que pour moi, c'est, au lieu de trouver le sens, c'est donner du sens. C'est-à-dire que moi, je peux pas choisir l'expérience que j'ai à vivre. J'aimerais avoir une baguette magique et avoir pu les guérir tous les trois. Je sais pas faire. J'ai pas. Par contre, ce que je fais de cette expérience, là, du coup, je suis plus dans l'impuissance. Je reprends mon pouvoir. Et après, j'ai le choix. J'en fais du plomb, j'en fais de l'or. Alors, il y a un moment, on va faire du plomb. Ça, c'est très clair. C'est-à-dire qu'on va pleurer, on va crier, on va... Voilà, se dire... De toute façon, quand on apprend un truc comme ça, le premier mot qui vient, c'est non. Les étapes du deuil, on les connaît. Voilà. C'est non. Sauf que, si. Donc il faut laisser le temps un peu à la tête de faire son chemin. Mais après, à un moment, moi j'ai crié, j'ai hurlé devant l'hôpital. Tout le monde s'est arrêté. Mais comme une bête, parce que je laisse sortir mes émotions. J'ai pleuré pendant des heures. Et puis à un moment, je me suis dit, mais so what ? Ça sert à quoi ? Bon, d'accord, la colère est là, je la vide, la tristesse est là. Bon, pas vidé en une journée, ça c'est clair, mais ça aide qui ? Ça fait du bien à qui ? À personne. Donc qu'est-ce que je fais avec ça ? J'essaye de faire de l'or. Et c'est pas toujours évident. Alors après, pour faire de l'or, il y a plein de moyens. Il y a plein de choses. Ça, grâce à vous, c'est ce que je fais ce soir. Donc merci. Vous me permettez de faire de l'or avec cette expérience. En la partageant. Et en me disant peut-être que, voilà, vous aurez une curiosité, ou peut-être que, ça vous apportera, ça vous allumera une petite lumière, ou vous vivrez une expérience différemment. J'ai fait ma part du chemin, en tout cas. Ça peut être en créant une association. Alors,
il y a plein d'associations, il y a des associations de soins palliatifs, mais sans aller dans des choses comme ça. La sœur et le beau-frère de Xavier, mon chéri, le week-end où on a appris que Xavier était malade, eux, ils ont perdu leur fils. Donc elle a et son frère qui était malade, et son fils qui est mort. Il était prof de plongée, Valentin, et il est décédé, il s'est noyé dans une piscine. Bien. Dans une piscine, ouais. C'était un accident, il a probablement fait un malaise, donc c'est d'une violence sans nom. Et j'ai beaucoup d'admiration pour eux aussi, parce que ils font un sacré chemin avec ça. Ils ont 2 autres enfants. Et voilà, et c'était important pour moi d'avoir aussi une pensée pour eux ce soir et pour Valentin. Et en fait, les amis de Valentin, parce que c'était un sportif, ont créé un trophée sportif qui porte son nom. Alors je ne sais plus si c'est de la voile ou de la plongée, ou je ne sais plus. Enfin, c'est un sport nautique puisqu'il était très nautique, très poisson. Et voilà, qu'ils ont appelé aux 2. Et le papa de Valentin, qui est artiste, a fait un magnifique trophée. C'est lui qui a fait le trophée. Voilà, ça s'appelle le trophée aux 2. C'est le trophée de Valentin. C'est des choses comme ça. Je prends cette énergie de la colère, du chagrin, de la peine, de la douleur. Je peux pas dire c'est pas là. Hein. Enfin, je peux essayer, mais bonjour la cocotte minute. Et le truc, c'est juste, je la transforme et j'en fais autre chose. Je trouve que c'est une façon de continuer à aimer, en fait. Après, c'est... voilà, on a plein d'imagination, plein de pistes, plein de choses. Et une fois de plus, hein, bien sûr qu'il y a le temps de l'abattement, qu'il y a le temps de la tristesse, qu'il y a le temps de la colère, c'est normal. Mais après... Et je trouve que c'est un bel hommage, en fait, et voilà, d'en faire quelque chose. Vivre pour 2. Donc ça, maintenant, c'est ma devise. Je vis pour 2. Je ne mange pas pour 2. Ou alors si, mais je jeûne pour 2 après derrière. J'aime pour 2, je rigole pour 2. J'ai de la joie pour 2. Voilà, c'est ça. C'est parce que moi, je suis encore en vie. Et je suis en vie et je veux vivre. Et je vis. Il y a eu des moments de pleurs, des moments difficiles. Maintenant, ça va mieux. C'est pareil, ça ne veut pas dire que j'y pense plus, ça ne veut pas dire que simplement, en l'honneur d'eux, je vis. Un truc plutôt comme ça. Voilà. Et si c'était l'inverse, si moi j'étais partie à 43 ans et que Sandrine, l'autre, était là, elle ne serait pas là ce soir, parce que je pense qu'elle serait plutôt dans une école de cuisine, elle, mais je m'éclaterais de savoir qu'elle vit, qu'elle profite de la vie. Je n'ai pas du tout envie qu'elle meure avec moi, hein. Symboliquement. Donc je profite 2 fois plus. Je ne suis pas prête d'être sage. Hein. Voilà, donc quand l'expérience est là, il y a pas mal de ressources. On arrive vers la fin de cette conférence. Donc il y a des associations pour vous accompagner. Il y a l'association Elisabeth Kubler-Ross, je vous en ai parlé. Il y a plein de livres aujourd'hui sur la mort, sur l'après-vie, si c'est un sujet qui vous intéresse, sur l'accompagnement. Elisabeth Kubler-Ross a écrit plein de livres aussi qui sont très accessibles et qui sont vraiment merveilleux. Il y a des films, il y a des conférences. Enfin voilà, aujourd'hui, je pense que quand on veut une info, il y a franchement plutôt trop de sources que pas assez. Donc pour finir, et Olivier me faisait remarquer très justement que je n'avais pas mis de point d'interrogation à ma question. Peut-on faire de la mort une amie ? Donc je suis quand même, parce que le titre est sorti comme ça, donc je l'ai laissé sortir sans filtre. Puis après je me suis dit, va peut-être voir c'est quoi la définition d'une amie déjà. Parce que toi tu lances des trucs dans l'univers.
Voilà. Amitié, personne avec qui on est en lien. Ok. Puis moi, je me suis dit, ma définition à moi, c'est quoi? Pour moi, un ami, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément prêt physiquement, mais qui est là, qui est prêt là, et je suis au même endroit chez lui, et qui saura effectivement me dire quand tout va bien, être là dans les bons moments, mais surtout qui saura me dire de temps en temps, mais attends là, tu perds les repères et tu déconnes un peu, non? C'est ça aussi un ami. Et je me suis dit, est-ce que je peux regarder la mort comme ça? Ma réponse aujourd'hui est oui. Ma réponse aujourd'hui est oui. Je pense qu'elle donne vraiment une valeur à ma vie, qu'elle donne une puissance à ma vie, une intensité de chaque instant, qui est aussi un sacré cadeau. Donc quand c'est mon ami du Québec qui a fait l'affiche de cette conférence, et puis donc elle a été la première à essuyer les plâtres par Skype. Je lui ai fait la conférence, et elle m'a dit, tu sais, j'ai fait un atelier l'autre jour où en fait on nous a fait écrire notre épitaphe, tu devrais finir ta conférence comme ça. Je trouvais que c'était très chouette, donc je me suis dit, ok, il faut que j'écrive mon épitaphe. Donc pour conclure, pour finir cette conférence, peut-être que ça vous inspirera et vous donnera l'idée d'écrire votre épitaphe. J'ai écrit la mienne, et ça donne ça. Elle a pleinement vécu et appris à aimer, d'avoir osé faire de la mort une amie. Je vous remercie de votre attention infiniment. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'être ici ce soir. C'est vraiment un cadeau précieux pour moi. Et si vous avez des questions, je vous écoute. Bravo. Merci. Je n'étais pas toute seule, j'avais des profs.